Nouveau numéro de reporter sur France 24. Depuis le début du conflit en Ukraine, les musulmans sont nombreux à prendre part à l'effort de guerre. Plusieurs bataillons se sont formés sur le front et la société civile s'organise pour les soutenir. Si la plupart de ces hommes et de ces femmes sont des Ukrainiens, d'autres sont originaires du Caucase et parmi eux, des Tchétchènes. Le Parlement ukrainien a reconnu en octobre dernier d'ailleurs l'indépendance et l'occupation par la Russie de la République tchétchène d'Ichkérie. Ensemble, ces musulmans ont choisi de défendre les valeurs de l'Ukraine face à leur ennemi commun, la Russie. Raïd Abou-Zaïdeh, bonjour, grand reporter à France 24. Vous êtes avec nous de retour d'Ukraine. Ce combat, beaucoup d'entre eux le considèrent comme un djihad, alors même que l'Ukraine est un pays majoritairement chrétien. Bien évidemment, les Ukrainiens, notamment les musulmans, considèrent ce combat, cette guerre, leur guerre contre la Russie est un djihad parce qu'ils défendent leur terre, ils défendent leur famille. Ils sont même appelés à utiliser le terme djihad parce que l'Ukraine est un pays laïque et le mufti, nous avons rencontré l'ancien mufti qui n'a pas d'autorité religieuse et administrative. Il a dit « je n'ai pas utilisé le mot djihad ». Mais je considère ce que font les musulmans aujourd'hui en Ukraine est une sorte de djihad pour défendre l'Ukraine, leur pays, leur famille et leur terre. Alors on va découvrir ce reportage que vous avez tourné, Ukraine, les musulmans dans la guerre, un sujet d'Anaïs Guérard et Raïd Abou-Zaïdeh qu'on retrouve juste après. Une ambulance de retour du front. À son bord, un militaire, une balle logée dans l'abdomen. Ça va? C'est normal. Tiens bon, on arrive dans 10 minutes. La guerre a fait de Saïd Ismailov un aide-soignant volontaire. Depuis le 1er décembre, on fait des évacuations tous les jours. En ce moment, il y a des combats de rue. Donc nous avons des soldats blessés par balle. Nous ne sommes pas autorisés à aller plus loin. La position de l'hôpital doit rester secrète. Saïd nous donne rendez-vous au prochain arrêt, la mosquée de Konstantinovka. À 26 km du front, le bruit des obus ne s'arrête pas. Vêtu de son treillis, l'imam et ancien moufti continue à diriger la prière du vendredi. En temps de guerre, les textes religieux résonnent d'une manière particulière. L'imam appelle sa communauté à défendre la patrie. Je suis persuadé que ce que nous faisons est un djihad, parce que selon la charia, nous avons la permission de protéger nos vies, nos familles et nos propriétés. J'ai appelé à protéger l'Ukraine. Je n'ai pas utilisé le mot djihad, car l'Ukraine est un pays laïque. En grande majorité chrétienne, l'Ukraine compte un demi-million de musulmans. Ils représentent 1% de la population et beaucoup d'entre eux se sont mobilisés depuis l'invasion russe. C'est le cas de Mohamed Ali à Kharkiv. Il y a eu une bataille ici, le 27 février dernier, lorsqu'un petit groupe de Russes s'est introduit dans la ville. Ce jour-là, l'école de sa ville natale part en fumée. Nous avons tout vu de nos yeux. L'école brûlait encore et nous sentions l'odeur des corps qui se consument. C'est impossible de comparer cela à quoi que ce soit d'autre. Un déclic pour Mohamed. Il rejoint alors la communauté musulmane engagée de Kharkiv. Tu tombes bien avec les plats, mon frère. On va manger. Il rencontre Hadj Mourad,
un aumônier volontaire dans l'armée. Comme vous le savez, nos hommes sont en train de mourir. Des jeunes vont à la guerre et nous enterrons beaucoup d'entre eux sans même pouvoir identifier les corps. Pouvons-nous pardonner cela? Non, absolument pas. Un engagement nouveau pour la communauté musulmane, habituée à se faire discrète. Auparavant, le système politique était conforme à la propagande russe. Les musulmans étaient considérés comme des terroristes. Mais à présent, aujourd'hui, la société est devenue plus mature. Elle nous accepte tels que nous sommes. Et cela nous permet d'être plus actifs. Au centre culturel islamique, chacun prend part à l'effort de guerre. Après son travail, Natalia Mansour s'attelle à la fabrication de bougies pour les soldats dans les tranchées. C'est pour leur permettre de se chauffer, de préparer de la nourriture et d'avoir un peu de confort. C'est une façon de leur dire qu'on ne les oublie pas. Nous voulons les aider car il s'agit de notre problème à tous. Cette recette de conserve remplie de paraffine, Natalia l'a apprise sur YouTube. En ces jours sombres, pouvoir contribuer à sa manière lui apporte de l'espoir. Comment je me sens? Mon cœur est empli de joie. Je suis fière de pouvoir faire ne serait-ce qu'une petite chose. Dès le lendemain, bougies et autres vivres sont chargés par Mohamed Ali et Hadj Mourad. Les deux amis prennent la route pour approvisionner les soldats sur le front. Destination, Bakhmout. Avec la guerre, tout peut changer en l'espace d'une seconde. C'est pourquoi on a toujours un plan, mais seul Dieu sait ce qui va se passer. Nous approchons de la cité sous le feu de l'offensive russe. Pour rejoindre les positions ukrainiennes, il nous faut emprunter cette piste en terre. Mais alors que nous entrons dans la ville, nous percutons un bloc de béton. J'ai cassé la roue. Est-ce que vous avez un câble? Tire-la par là, amène-la un peu plus près. Nous sommes bloqués entre deux positions d'artillerie. Il faut évacuer les journalistes. La presse ne peut pas rester ici. Par sécurité, Hadj Mourad prend très vite la décision d'embarquer avec les hommes de ce bataillon tchétchène. Allez-y, allez-y. Nous pénétrons dans les entrailles de cette ville, en proie au combat de rue. Bakhmout est une ville fantôme. Celui-là, il n'est pas tombé très loin. Réfugié dans le sous-sol, l'aumônier Hadj Mourad prend des nouvelles du front. Hier, nous avons appris que les envahisseurs russes s'étaient rapprochés de Bakhmout. Mais nos frères viennent de nous dire qu'ils sont parvenus à les repousser. Le fait de résister nous comble de joie. Sa présence est un soutien précieux pour ses soldats. Grâce à Dieu, notre frère vient nous voir régulièrement. Il nous remonte le moral. Nous sommes contents de le voir. Ensemble, on va gagner. Ukrainiens et Tchétchènes se battent main dans la main pour faire face à un ennemi commun, la Russie. Muslim Tcheberloyevski est le commandant du bataillon tchétchène
Cher Mansour. Il combat dans le Donbass depuis 2015. Les Russes nous ont imposé cette guerre. C'est pourquoi nous devons nous battre et survivre par tous les moyens possibles. La plupart du temps, nous employons des tactiques de guérilla, car nous n'avons pas assez d'équipements militaires pour faire face d'égal à égal. Nous n'avons pas d'avions de chasse, de tanks, d'artillerie ou même de lance-roquettes. Au moment de partir, Nourdine s'assure qu'aucun sniper ne nous attend au tournant. Pour ce dernier, le combat contre les Russes a commencé sur sa terre natale. Il avait 14 ans. Je ne pardonnerai jamais ce que les Russes ont fait dans mon pays. Jamais je ne le pardonnerai. Jusqu'à ma mort, je lutterai contre ce régime, jusqu'à ce qu'il soit détruit. Je crois qu'à présent, l'Europe et le monde entier ont compris qui sont les terroristes. À plus de 700 km de là, à Kiev, Maga est une autre figure de cette lutte. Après avoir étudié en France, ce Tchétchène a rejoint le bataillon Djohar Doudaev. Spécialisé dans les renseignements, il témoigne à visage caché. Ce que vous voyez là-bas, la mitrailleuse lourde, c'est la mitrailleuse russe qu'on a pris à Izium. Il y a eu beaucoup de chars qui ont été abandonnés. Des prises de guerre qui permettent à Maga et à son bataillon de soutenir l'armée. On voit que l'Ukraine apparemment est prête à aller jusqu'au bout. Donc on va l'aider et on va être à leur côté jusqu'à la victoire. C'est les symboles des Tatars, ukrainiens et tchétchènes. C'est défendre l'Ukraine ensemble contre le terror rouge. Les Tatars sont originaires de Crimée. Convertis à l'islam au XIVe siècle, ils représentent aujourd'hui la plus grande communauté musulmane d'Ukraine. Eux aussi sont dans le viseur de Poutine. Tous ces livres viennent des territoires occupés. On les récupère car beaucoup de bibliothèques y ont été détruites. Ali Maliev est le directeur adjoint de l'Institut culturel en Ukraine. D'origine tatare, il tente de préserver l'identité de son peuple. Au début, en 2014, les Russes ont essayé de nous acheter, mais presque tous les Tatars ont dit non. Nous avons une seule mère patrie, l'Ukraine, et notre terre est la Crimée. Si on tente de sacrifier la Crimée et de l'offrir en cadeau aux Russes, alors cette guerre deviendra celle de la génération à venir. Aujourd'hui, Alim et la communauté tatare enterrent l'un de leurs soldats. Siran Kadyrov est mort à Barmout. Dans cette guerre, un Tatar de Crimée de plus, un musulman ukrainien de plus est mort. C'était un homme courageux qui se battait pour sa terre d'origine, la Crimée. Pour les combattants du bataillon Crime, seule la victoire de l'Ukraine rendra sa dignité aux défunts. C'est très difficile d'exprimer tout ce que je ressens. Pour la plupart d'entre nous, c'était un frère. Je ne connais même pas de mots pour décrire à quel point nous étions proches. C'est une perte très dure pour nous tous. Et nous prendrons notre revanche. Le prix de la guerre, les larmes et le sang versé. Un nouveau carré musulman a été ouvert dans ce cimetière chrétien. Le corps du soldat est enfoui dans la terre pour laquelle il a donné sa vie. Et on se retrouve en plateau avec Raïd Abouzaïdeh, de retour d'Ukraine. On l'a vu dans votre reportage, donc, des troupes tchétchènes combattent contre la Russie. Quelles sont leurs motivations ?
Oui, en effet, il y a deux grands bataillons tchétchènes. Le premier est le bataillon de Cheikh Mansour que nous avons accompagné à Bakhmout. Et le deuxième bataillon est le bataillon de Djorad Dodaïev dans les abords de Kiev. Le premier est spécialisé dans les guérillas et le deuxième, il est plutôt conventionnel, combat conventionnel asymétrique. Première motivation des Tchétchènes, bien au-delà qu'ils considèrent qu'ils défendent les valeurs de l'Ukraine et de l'Europe, ils rendent une dette. Ils payent une dette aux Ukrainiens parce que les Ukrainiens ont combattu pendant les deux guerres de Tchétchénie avec eux. Donc il est connu le nom d'Alexander Mosaïko. Frère d'armes. Frère d'armes, et qu'on l'appelait le frère chrétien parce qu'il était le seul à avoir autorisé à être appelé frère sans être musulman, première chose. Comme vous l'avez dit en intro du sujet, aussi les Ukrainiens, le Parlement, le Rada a voté pour reconnaître la République d'Itchéria comme indépendante. Et en dernier, ils considèrent combattre pour les valeurs de l'Ukraine, les valeurs de l'Europe aussi. Alors, autre force musulmane combattante, les Tatars, qui ont eux aussi clairement choisi l'Ukraine comme contre la Russie. Et pourquoi? Pour quelle raison? Les Tatars se considèrent comme ukrainiens. Nous avons pu parler avec Issa Akayev, le commandant d'un bataillon, le bataillon Krim. Et nous avons aussi parlé avec Tamila Tacheva et à d'autres. Ils choisissent l'Ukraine. Ils ont une histoire très douloureuse avec la Russie, 1944, plus qu'un quart de million déportés, 46% morts, selon leurs statistiques des Tatars en 1960. Il y a plusieurs messages envoyés, surtout, et font face, les Tatars aujourd'hui en Crimée depuis septembre, à la mobilisation forcée pour combattre dans l'armée russe. Nous avons rencontré Tamila Tacheva, représentante permanente du président Zelensky pour la Crimée, et je vous propose d'écouter son message qu'il envoie aux Tatars de la Crimée. On l'écoute. Je voudrais dire, si vous avez la possibilité de rester en Crimée, restez en Crimée. Si vous êtes en âge d'être mobilisé dans l'armée russe, malheureusement, quittez la Crimée. Mais ne vous engagez pas dans l'armée russe. Ne combattez pas contre votre pays et ne combattez pas contre votre peuple. Raïd Abouzaïdeh, merci beaucoup pour cet éclairage très intéressant sur la guerre en Ukraine. C'est la fin de ce magazine. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Reporter sur France 24.